À 6h15 par un matin glacé de novembre, Atli Kilcher se tient devant sa famille et confirme une décision que personne ne pensait vraiment qu'il prendrait un jour. La propriété va changer de main. 3 mots simples prononcés sans fioriture, mais suffisamment lourds pour briser 40 ans de tradition et laisser même les membres les plus forts de la famille Kilcher lutter pour respirer. Rien dans leur histoire commune ne les avait préparés à ce moment. Le message n'est pas passé par les médias sociaux, il n'a pas été adouci par une déclaration soigneusement rédigée, ni filtré par les relations publiques. Il est d'abord arrivé sous la forme d'un appel téléphonique silencieux, transmis d'un membre de la famille à l'autre, se propageant comme une fissure sur la glace d'un glacier. Atli Kilcher, l'homme qui a passé toute sa vie à prouver sa dévotion à la propriété, le survivant en milieu sauvage, qui a escaladé des falaises, enduré des chasses sous zéro, et failli perdre sa vie pour la terre, qui l'aimait a pris une décision que personne en dehors de son cercle, le plus proche, n'avait imaginée. Une fois les mots prononcés, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. C'est le 20 novembre tôt le matin que les premières secousses ont atteint le monde extérieur. Un ami proche de la famille a posté un message énigmatique qui a duré juste assez longtemps pour susciter l'inquiétude. En quelques heures, les fans de Alaska The Last Frontier ont inondé les sections de commentaires de confusion et de peur. Quelque chose a changé à la ferme. Priez pour les Kilcher. Le message a disparu en moins d'1 heure, mais le mal était déjà fait. La spéculation s'est répandue plus vite que l'explication ne pourrait jamais le faire. Ceux qui observent leur famille depuis plus de 10 ans comprennent instinctivement qu'il ne s'agit pas d'une autre épreuve saisonnière ou d'une lutte familière en Alaska. Ce n'est pas une question de météo de prédateurs ou de matériel cassé. Cela semble structurel, fondamental, quelque chose qui touche au plus profond des os de tout ce que les Kilcher ont construit ensemble. À la mi-journée, les appels affluent à la ferme. ATS senior, maintenant octogénaire, serait resté assis en silence après avoir entendu les nouvelles de son fils, un silence plus lourd que la colère ou la protestation. Otto, toujours pragmatique, est passé par l'incrédulité puis la frustration pour finalement arriver à la sinistre acceptation qui vient lorsqu'une vérité trop longtemps retardée finit par arriver. Jeanne, la femme d'Atli, a été vue marchant seule le long de la propriété. Son expression ne révélait rien, mais sa posture portait le poids indubitable de quelqu'un qui avait su que ce moment allait arriver et qui s'était battu discrètement et avec persévérance pour l'empêcher. L'annonce elle-même n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de caméra, pas de confession mise en scène, pas de performance émotionnelle destinée à la consommation publique. Atli a rassemblé sa famille à l'intérieur de la cabane principale, le même espace où des générations de Kilcher avaient pris des décisions concernant la survie, la terre et l'héritage. Alors que l'hiver s'abat sur les murs et que le poêle crépite doucement dans le coin, il confirme ce qui a été murmuré pendant des mois, mais jamais totalement accepté. La ferme, telle qu'ils l'ont toujours connue, ne peut plus continuer sous sa forme actuelle. Des changements doivent être faits, des changements douloureux, irréversibles. Ce qui rend ce moment si choquant n'est pas seulement la décision elle-même, mais le fait qu'elle vienne de lui. Atli a toujours été le Joker. Le fils qui repoussait les limites, choisissait les chemins les plus difficiles et incarnait l'esprit brut et intransigeant de l'exploitation agricole en Alaska. Pour qu'il s'avance et admette que quelque chose de fondamental devait changer cela, signifiait que la situation était devenue bien plus grave que ce que tout le monde en dehors de la famille comprenait vraiment. Alors que la réalité s'installait dans la communauté, les fans et la famille elle-même, une question dominait toutes les conversations. Qu'est-ce qui a pu forcer Atli Kilcher à faire un choix qui va tout changer? Pour comprendre comment les Kilcher sont parvenus à ce point de rupture, il faut revenir sur les mois qui l'ont précédé. Cette décision n'est pas née d'une crise unique ou d'une catastrophe soudaine. Elle s'est développée lentement, tranquillement, au fur et à mesure que s'accumulaient les pressions internes et externes, pressions que la famille a tenté de gérer en privé, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de les gérer. Les premiers signes sont apparus au printemps, même si à l'époque ils semblaient mineurs. Atli, autrefois profondément ancré dans le rythme quotidien de la ferme, a commencé à s'éloigner. Il a passé plus de temps à faire des expéditions en solo, à s'éloigner plus longtemps de la propriété principale. Et lorsqu'il est revenu, ses proches ont remarqué un changement. Pas d'épuisement, pas de blessure. Quelque chose de plus profond.
une lassitude qui suggérait qu'il transportait des questions sans réponse. Jeanne l'a remarqué en premier. Elle avait vu son mari survivre à des accidents presque mortels et endurer l'environnement brutal de l'Alaska, mais cela semblait différent. Il ne luttait plus contre la nature sauvage. Il se débattait avec une prise de conscience croissante que la vie qu'ils avaient construite n'était peut-être pas durable comme il l'avait toujours cru. Lorsqu'elle a essayé de lui parler, Hatsley s'est détourné, insistant sur le fait qu'il avait seulement besoin d'espace. Jane comprenait suffisamment bien le silence pour le reconnaître comme un avertissement. Le deuxième signe est venu de la terre elle-même. Le domaine qui s'étend sur 300 hectares de nature sauvage et impitoyable a toujours exigé un travail acharné. Mais ces dernières années, les exigences se sont intensifiées. Les hivers sont devenus plus rudes. Les habitudes de la faune se sont modifiées de façon imprévisible. Les coûts d'entretien des cabanes, des routes et de l'équipement ont augmenté au-delà de ce que la famille pouvait confortablement absorber. Otto a commencé à exprimer ses inquiétudes lors des réunions de famille. « Nous perdons des ressources », a-t-il dit plus d'une fois. « Et nous ne rajeunissons pas. » Cette vérité s'est imposée à chaque décision. ATC Senior n'était plus en mesure de fournir le travail physique qui le caractérisait autrefois. Ses enfants, toujours capables mais vieillissants, ont dû faire face à la réalité. Soutenir un homestead en Alaska exige un niveau d'endurance que le temps ne cesse d'éroder. Pendant ce temps, la jeune génération a suivi des chemins qui ne s'alignaient pas toujours sur les demandes incessantes du homestead. Puis vint la pression financière. Pendant plus d'une décennie, Alaska The Last Frontier a apporté visibilité et revenus. Mais la télé-réalité n'offre aucune garantie. Les réseaux changent d'orientation, le public passe à autre chose. Les Kilcher appréciaient l'indépendance, mais la vérité était inévitable. Les revenus de l'émission étaient devenus indissociables de la survie de la propriété. Sans eux, les impôts, les réparations et les besoins des multiples branches de la famille devenaient insurmontables. Sous ces pressions tangibles se cachaient des fractures philosophiques. Pendant des décennies, les Kilcher ont partagé une vision unifiée ancrée dans l'autosuffisance, la gestion des terres et le respect de l'héritage de Yule Kilcher. Mais à mesure que la famille s'est agrandie et que les priorités individuelles ont évolué, cette vision commune s'est estompée. Certains ont poussé à la modernisation, d'autres ont résisté craignant qu'un compromis n'érode la signification du homestead. Hatsley se trouvait au centre de cette tension. Il comprenait les deux côtés. Il ressentait l'attrait de la tradition et le poids de l'aspect pratique. Plus que tout, il ressentait l'épuisement de tenir ensemble quelque chose qui se désagrège lentement. À la fin de l'été, ses proches ont remarqué qu'il ne parlait plus de l'avenir. Il se concentrait sur les tâches immédiates, sur la survie de la saison, sur le fait de passer la journée. C'était le comportement d'un homme qui se prépare à un changement qu'il n'a pas encore nommé, mais qu'il a déjà accepté. Le dernier signe d'alerte est apparu au début de l'automne lors d'une réunion de famille. La conversation a tourné comme souvent autour de l'avenir. Qui reprendrait les différentes parties de la propriété ? Comment les responsabilités seraient-elles réparties au fur et à mesure que la génération plus âgée prendrait de l'âge? Que se passerait-il si le spectacle s'arrêtait? Les questions sont restées en suspens sans réponse, jusqu'à ce qu'Hatsley se lève brusquement et sorte de la maison. Il ne revint pas avant plus d'une heure, et lorsqu'il revint, son visage affichait une détermination qui mettait tout le monde mal à l'aise. Personne ne le pressait, mais tout le monde savait. Quelque chose s'était cristallisé dans son esprit, et quoi que ce soit, cela allait tout remodeler. Le point de rupture. Le moment qui a forcé la main d'Hatsley n'est pas survenu comme une catastrophe dramatique, mais comme une accumulation silencieuse et indéniable de vérités qu'il ne pouvait plus ignorer. Cela s'est produit à la mi-octobre, au cours d'une semaine, où les premières grosses neiges ont recouvert la propriété et où la famille s'est réunie pour préparer la propriété aux mois brutaux qui allaient suivre. Le travail est familier, le genre de travail que les Kilcher effectuent depuis des générations. Sécuriser les cabanes, stocker le bois de chauffage, vérifier l'équipement, s'assurer que tout résistera à l'assaut implacable de l'hiver. Mais cette année, quelque chose est différent. Hatsley accomplissait les tâches mécaniquement, l'esprit ailleurs, et ceux qui travaillaient à ses côtés sentaient la distance. Jane a essayé à plusieurs reprises de l'entraîner dans une conversation, de briser le mur qu'il avait construit autour de lui, mais il n'offrait que des réponses brèves et distraites. Au troisième jour même, Hatsley l'a remarqué commentant à voix basse à Otto que son fils avait l'air d'un homme portant un fardeau trop lourd pour être partagé.
Le point de rupture est survenu lors d'une réunion en fin de soirée dans la cabane principale. La famille s'était réunie pour discuter de la logistique hivernale, une conversation de routine qui se déroulait habituellement avec une efficacité éprouvée. Mais cette fois-ci, lorsque la discussion a porté sur la planification à long terme, sur les décisions concernant l'entretien des propriétés et l'allocation des ressources pour l'année à venir, Hatsley a prononcé des mots qui ont refroidi la salle. Nous devons parler de ce qui se passera si nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le silence qui suivit fut étouffant. Otto fixa son neveu, l'expression mêlée de confusion et d'inquiétude. ATSSR se pencha en avant, son visage usé se crispant. Jane ferma brièvement les yeux, comme si elle avait attendu ce moment et l'avait redouté dans une égale mesure. « Continuer à faire quoi ?» demanda finalement Otto, bien que la réponse se dessinait déjà dans l'esprit de chacun. Hatsley fit un geste large englobant la cabane, la terre, la vie à laquelle ils s'étaient tous engagés. Tout cela. Notre mode de fonctionnement n'est plus viable, et nous le savons tous. Les mots sont restés dans l'air comme de la fumée. Pendant de longs moments, personne n'a réagi. Puis les réactions ont commencé. Otto, toujours pragmatique mais aussi farouchement protecteur de l'héritage de la propriété, soutient que les défis ne sont pas nouveaux, que les Kilcher ont toujours trouvé des moyens de s'adapter, de survivre. ATSSR, la voix ferme mais empreinte d'émotion, rappelle à son fils les sacrifices que des générations ont faits pour préserver cette terre, ce mode de vie. Même Jane, bien que compatissante aux luttes de son mari, se demande si la situation est vraiment aussi désastreuse qu'il le croit. Mais Hatsley n'a pas reculé. Il s'était manifestement préparé à cette confrontation et maintenant que le moment était venu, il s'est exprimé avec une clarté née de mois de lutte interne. Il a exposé les réalités financières, l'escalade des coûts, l'incertitude quant à l'avenir de l'émission, le fardeau physique des membres vieillissants de la famille. Il a parlé de la jeune génération, de la façon dont leur vie les entraînait dans des directions différentes, de l'impossibilité d'attendre d'eux qu'ils portent les mêmes fardeaux que leurs parents et grands-parents. Et puis il a dit, la chose la plus profonde, nous nous accrochons à quelque chose qui est déjà en train de nous échapper, et prétendre le contraire ne fait que rendre les choses plus difficiles. La salle a éclaté. Des voix se sont élevées, non pas pour exprimer leur colère, mais leur angoisse, dans un effort désespéré, pour défendre ce qu'ils avaient toujours cru inébranlable. Otto a plaidé en faveur d'une restructuration de la recherche de nouvelles sources de revenus, d'une réduction des opérations sans abandonner la mission principale. ATSSR parle d'héritage de responsabilité envers le passé et l'avenir. Mais Hatsley, le visage figé dans une sorte de détermination sinistre, secoue la tête. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la ferme. Je dis que nous devons admettre que cela ne peut pas continuer sous la même forme. Nous devons prendre une décision maintenant pendant que nous avons encore le pouvoir de la façonner au lieu d'attendre que les circonstances nous forcent la main. Cette phrase « nous forcer la main » a atterri avec un poids brutal parce que tout le monde dans la salle a compris la vérité qui se cachait derrière elle. La ferme était déjà en train de changer, qu'ils le reconnaissent ou non. Les ressources s'amenuisaient, l'énergie diminuait et la vision unifiée qui avait autrefois maintenu la famille unie se fracturait sous la pression de la réalité. Hatsley ne proposait pas le changement par faiblesse. Il le proposait parce qu'il reconnaissait que le déni de la réalité ne faisait qu'aggraver la douleur. La réunion s'est terminée sans solution, mais la digue avait cédé. Les mots avaient été prononcés, l'impensable avait été exprimé, et il était désormais impossible de faire comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Alors que la famille se dispersait dans la nuit froide, chacun se retirant dans sa propre cabane et ses propres pensées. Hatsley resta dans la cabane principale, fixant le feu. Jane s'assit à côté de lui, sa main sur son bras, ne disant rien parce qu'il n'y avait plus rien à dire. La décision avait été prise, et ce qui allait suivre allait remodeler la propriété des Kilcher d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait prédire. Les jours qui ont suivi la réunion d'octobre ont été parmi les plus tendus de l'histoire de la famille Kilcher. Ce qui avait toujours été une unité soudée bien qu'occasionnellement conflictuelle, se sentait maintenant fracturé, chaque membre interprétant les paroles d'Hatsley à travers sa propre lentille, de peur d'espoir, de ressentiment ou de compréhension à contre-cœur. La ferme, habituellement animée d'une activité coordonnée et d'un objectif commun, est devenue plus silencieuse, plus lourde, comme si la terre elle-même sentait le bouleversement qui se déroulait en son sein.
Otto a été le premier à exprimer publiquement sa position au sein de la famille. Lors d'une réunion dans son atelier, entouré des machines et des outils qui avaient permis à la ferme de fonctionner pendant des décennies, il a clairement fait connaître sa position. Il respecte l'honnêteté d'Atsley, admire même sa volonté d'affronter des vérités inconfortables, mais il ne peut accepter l'idée que la structure actuelle de la ferme est irrécupérable. « Nous avons survécu à pire », insiste-t-il, la voix posée, mais teintée de frustration. « Nous avons affronté des hivers plus rudes, des effondrements financiers, des blessures, des pertes. C'est juste un autre défi, et nous n'avons jamais reculé auparavant. » Mais alors même qu'Otto parlait, ceux qui l'écoutaient pouvaient entendre l'incertitude qui se cachait derrière sa détermination. Parce que les défis qu'Atsley avait décrits n'étaient pas des obstacles temporaires, mais des changements systémiques, des changements dans la capacité de la famille, dans le paysage économique, dans la nature même, de ce que cela signifiait de maintenir une exploitation agricole dans l'Alaska d'aujourd'hui. Et au fond de lui, Otto le savait. Sa résistance n'était pas du déni, c'était du chagrin, le chagrin de voir quelque chose à quoi il avait consacré sa vie commencer à lui glisser entre les doigts. La réponse d'Atsley était plus silencieuse, plus introspective. Ses proches ont rapporté qu'il passait de longues heures seul à parcourir la propriété, à visiter les vieilles cabanes, à se tenir dans des lieux chargés de souvenirs. Pour un homme qui avait passé 8 décennies attaché à cette terre, qui avait élevé ses enfants ici, qui avait vu ses petits-enfants grandir entourés de la nature sauvage, qu'il aimait. Les mots d'Atsley représentaient une sorte de fin dont il avait toujours su qu'elle viendrait, mais qu'il n'avait jamais voulu affronter. Lorsqu'on lui a demandé directement ce qu'il ressentait, Atsley n'a offert qu'une vérité simple et dévastatrice. La Terre nous survivra à tous. La question est de savoir ce que nous laisserons derrière nous lorsque nous serons partis. La position de Jane était peut-être la plus complexe. En tant qu'épouse et partenaire d'Atsley, elle comprenait mieux que quiconque la bataille interne qu'il menait. Elle l'avait vu se débattre avec sa décision pendant des mois, et avait vu les conséquences émotionnelles et physiques de cette décision, et elle était en grande partie d'accord avec ce qu'il avait dit. La ferme, dans sa forme actuelle, n'était pas viable. Les pressions financières sont réelles, les exigences physiques sont écrasantes, et l'unité de la famille, qui était autrefois sa plus grande force, s'érode sous le poids de visions concurrentes. Mais Jane a aussi ses propres préoccupations, des préoccupations qui vont au-delà de la logistique et de l'économie, dans le domaine de l'identité et de la raison d'être. Le homestead n'est pas seulement un morceau de propriété. C'était le centre de leur vie, la base sur laquelle ils avaient construit leur mariage, élevé leur fils et défini leur identité. S'ils s'en éloignaient, même partiellement, qu'est-ce qui le remplacerait? Quelle serait leur place? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Et Jane savait que quelle que soit la décision prise par la famille, elle aurait des conséquences qui iraient de bien au-delà des aspects pratiques immédiats. La jeune génération, quant à elle, s'est trouvée prise dans un douloureux dilemme. Étienne, le fils d'Atsley, a grandi immergé dans les rythmes de la ferme, a appris à chasser, à pêcher et à survivre dans la nature sous la direction de son père. Il aime la terre et respecte l'héritage, mais il comprend aussi le point de vue de son père d'une manière que l'ancienne génération a du mal à accepter. Le monde a changé. Les exigences de la vie moderne, les opportunités et les pressions qui existaient au-delà des limites de la propriété créaient des contraintes auxquelles les générations précédentes n'avaient pas été confrontées. Et si Étienne ne voulait pas voir la propriété abandonnée, il ne voulait pas non plus voir son père, et par extension toute la famille, s'épuiser à essayer de préserver quelque chose qui n'était peut-être plus préservable. En dehors de la famille proche, la réaction a été tout aussi intense. La nouvelle des tensions internes à la propriété des Kilcher s'est rapidement répandue dans la communauté locale et parmi les fans de la série. Les forums en ligne ont explosé de spéculations, d'inquiétudes et de débats. Certains téléspectateurs ont soutenu l'honnêteté d'Atsley, louant sa volonté de faire face à la réalité plutôt que de s'accrocher à des idéaux insoutenables. D'autres ont réagi avec déchirement, ayant l'impression que l'on menaçait un élément cher de leur propre lien avec l'Alaska, avec l'authenticité, avec un mode de vie plus simple. La production d'Alaska, la dernière frontière, c'est compliqué. La chaîne consciente de l'agitation interne s'est efforcée de trouver un équilibre entre la narration de l'émission et le respect de l'intimité de la famille. Les horaires de tournage ont été ajustés, les intrigues ont été reconsidérées et des conversations ont eu lieu à huis clos sur ce que pourrait être l'avenir de la série
si la structure de la propriété familiale changeait fondamentalement. Pour un programme construit sur le principe d'une famille unie dans son engagement envers un mode de vie traditionnel, les fractures désormais visibles au sein des Kilke représentaient à la fois un défi narratif et une opportunité de raconter des histoires plus profondes et plus authentiques. Alors que le mois de novembre s'enfonçait et que l'hiver resserrait son emprise sur la terre, la famille Kilcher s'est retrouvée en territoire inconnu. Ils avaient fait face à d'innombrables menaces extérieures, blizzards, prédateurs, panne d'équipement, ralentissement économique, mais cette menace était interne, née de leurs propres limites, de leur propre épuisement, de leur propre incapacité à maintenir ce que les générations précédentes avaient construit. Et la vérité la plus dure de toutes était qu'il n'y avait pas de méchants à blâmer, pas de force extérieure à combattre. L'ennemi, s'il y en avait un, était le temps lui-même, et le simple fait inévitable que tout même les héritages les plus solides doivent finir par changer. La suite. Fin novembre, la famille Kilcher était entrée dans une période de transition difficile, un espace liminal où l'ancien mode de vie n'avait pas encore pris fin, mais où la nouvelle réalité n'avait pas encore totalement pris forme. La décision d'Atsley, qui n'était plus une lutte privée, mais une crise familiale reconnue, avait forcé tout le monde à affronter des questions qu'ils avaient évitées pendant des années. Aujourd'hui, alors que l'hiver s'abat sur la ferme et que l'avenir est incertain, la famille entame le difficile travail de réflexion sur la suite des événements. La première étape concrète a consisté en une série de réunions familiales plus structurées et plus formelles que tout ce que les Kilcher avaient tenté auparavant. Il ne s'agissait pas de réunions décontractées autour de la table du dîner ou de conversations impromptues qui avaient toujours guidé les décisions de la famille. Il s'agissait de séances délibérées, parfois douloureuses, où chaque membre pouvait s'exprimer, où les réalités financières étaient mises à nu, où les responsabilités et les capacités étaient évaluées avec une honnêteté brutale. Atsley, ayant ouvert la porte à cette conversation, s'est retrouvé dans la position inconfortable de médiateur, essayant d'équilibrer les besoins et les visions contradictoires d'une famille qui avait toujours fonctionné par instinct et tradition, plutôt que par planification formelle, l'une des discussions les plus difficiles portant sur l'attribution et la gestion des terres. Le homestead, revendiqué à l'origine par Yule Kilcher comme une propriété unique et unifiée, avait été au fil des décennies divisé de manière informelle entre les branches de la famille. Mais ces divisions avaient toujours été fluides, fondées sur l'utilisation et les besoins, plutôt que sur une structure juridique. Maintenant, face à la possibilité que tout le monde ne puisse pas ou ne veuille pas continuer à vivre et à travailler sur la propriété à plein temps, la famille a dû faire face à la question de la formalisation. Qui serait légalement responsable de quelle section? Comment les coûts seraient-ils partagés? Que se passerait-il si quelqu'un voulait vendre ou partir? Otto a insisté pour que la terre reste aussi unifiée que possible, arguant que la fragmentation serait le début de la fin. Une fois que nous aurons commencé à découper le homestead, a-t-il déclaré lors d'une réunion particulièrement tendue, nous perdrons ce qui fait sa spécificité. Nous deviendrons une subdivision de plus, un morceau d'Alaska de plus vendu au plus offrant. Sa crainte était ancrée dans quelque chose de réel, la certitude qu'une fois le processus de division entamé, il serait presque impossible de faire marche arrière, et l'identité du homestead en tant qu'ensemble cohérent serait perdue à jamais. Mais Atsley et d'autres ont répliqué que sans structure claire, sans responsabilité et limites définies, le homestead s'effondrerait sous son propre poids. Ils avaient déjà vu ce qui se passait, la confusion sur qui était responsable de quoi, le ressentiment qui s'installait lorsque certains membres de la famille portaient plus de charges que d'autres, le chaos financier qui résultait du partage des dépenses sans partage des responsabilités. L'officialisation de la structure aussi douloureuse soit-elle été le seul moyen d'assurer la survie de la propriété familiale, sous quelque forme que ce soit. Jane est apparue comme une voie surprenante du compromis. S'appuyant sur les années qu'elle a passées à gérer les complexités de la famille, elle a proposé une voie médiane, en maintenant la propriété comme une entité unifiée dans son esprit et sa structure juridique, mais en créant des zones de responsabilité claires où les familles individuelles pourraient agir de manière autonome tout en contribuant à l'ensemble. Ce n'était pas parfait, et cela nécessitait une confiance et une communication dont la famille n'avait pas toujours fait preuve.
mais cela offrait une voie à suivre qui n'exigeait ni une unité totale, ni une fragmentation totale. Simultanément, des conversations ont commencé à propos de l'avenir de l'émission. La société de production sentant le changement a proposé à la famille de faire pivoter le récit, de faire de la transition elle-même une partie de l'histoire. Plutôt que de cacher les luttes internes, elle a proposé de les documenter, de montrer au public la réalité de ce que cela signifie lorsqu'une famille d'agriculteurs est confrontée aux limites de ses capacités. La proposition a divisé la famille. Certains y ont vu une occasion de faire preuve d'honnêteté, de montrer aux téléspectateurs que même les familles les plus solides ont des difficultés, que la résilience signifie parfois s'adapter plutôt que subir. D'autres ont résisté, estimant que leur douleur privée ne devait pas devenir un divertissement public. Hatsley, de manière peut-être surprenante, compte tenu de son rôle dans la précipitation de la crise, s'est retrouvé à pencher en faveur de la transparence. Si nous vivons cela de toute façon, s'est-il dit peut-être que le fait de le montrer honnêtement pourrait aider d'autres familles confrontées à des difficultés similaires. Peut-être que cela pourrait faire passer la conversation de la honte à l'acceptation de l'échec, à l'évolution. La décision n'avait pas été finalisée à la fin du mois de novembre, mais la conversation elle-même reflétait à quel point la pensée de la famille avait évolué en quelques semaines seulement. Pendant ce temps, les préparatifs pratiques pour l'hiver se poursuivent, bien qu'ils soient désormais teintés d'incertitude. Les cabanes sont sécurisées, les fournitures sont stockées, l'équipement est préparé pour l'hiver, mais le sens habituel de l'objectif collectif est atténué. Tout le monde comprend que c'est peut-être le dernier hiver mené entièrement à l'ancienne et qu'au moment où le printemps arrive, la structure du homestead pourrait être fondamentalement différente. Cette connaissance conférait un caractère étrange aux tâches routinières, transformant le travail quotidien en quelque chose de plus proche du rituel, une manière d'honorer ce qui avait été tout en se préparant à changer. Les pressions extérieures continuaient à s'intensifier. La nouvelle des luttes internes de la famille attirait l'attention des promoteurs immobiliers, des investisseurs, qui voyaient une opportunité dans le moment de vulnérabilité des Kilcher. Des offres ont commencé à arriver, certaines légitimes, d'autres prédatrices, toutes destinées à vérifier si l'engagement de la famille à conserver la terre intacte tiendrait face à la pression financière. Les Kilcher ont rejeté toutes les offres, mais le simple fait qu'il y ait des offres soulignait à quel point leur position était devenue précaire. À l'approche du mois de décembre, la famille s'est à nouveau réunie cette fois non pas pour débattre ou décider, mais simplement pour prendre acte de sa position. Les rôles seront redéfinis, les responsabilités restructurées et les attentes ajustées pour correspondre aux capacités réelles de la famille plutôt qu'à sa vision idéalisée. Ce n'est pas le résultat que tout le monde aurait choisi, mais c'est le résultat avec lequel ils peuvent vivre, le résultat qui préserve ce qui compte le plus, tout en libérant ce qui ne peut plus être soutenu. Hatsley, debout, devant sa famille dans la même cabane où il avait exprimé ses inquiétudes, pour la première fois, a prononcé des mots empreints à la fois de tristesse et de soulagement. « Nous ne sommes pas en train d'échouer », a-t-il dit tranquillement. Et parfois survivre signifie abandonner la façon dont nous pensions que les choses devraient être et embrasser ce qu'elles peuvent réellement devenir. La famille n'a pas applaudi, n'a pas célébré, mais elle a hoché la tête, acceptant la vérité de ses paroles, même si elle pleurait la perte de ce qui avait été la réflexion et ce qui allait suivre. Alors que la famille Kilcher va de l'avant à partir de ce moment décisif, l'histoire qu'elle vit a une signification qui s'étend bien au-delà des frontières de leurs 600 acres d'Alaska. Ce qui s'est passé au homestead, ce qu'Hatsley a forcé sa famille à affronter, parle de quelque chose d'universel, quelque chose que chaque famille, chaque génération et chaque individu engagé dans la préservation d'un héritage doit un jour affronter. La tension entre l'hommage au passé et l'adaptation au présent, entre l'idéalisme et la réalité, entre ce que nous aimerions pouvoir soutenir et ce que nous pouvons réellement soutenir. Pour ceux d'entre nous qui regardent de l'extérieur, en particulier les téléspectateurs qui suivent les Kilchers depuis plus d'une décennie, ce moment est personnel. Nous nous sommes investis dans leur histoire, non pas parce qu'elle est dramatique au sens traditionnel du terme, mais parce qu'elle représente quelque chose de rare. Une famille véritablement déterminée à vivre différemment, à résister à la facilité, à maintenir un lien avec la terre et la tradition que la plupart d'entre nous ont perdu ou n'ont jamais eu. Les voir lutter, les voir obligés de faire des compromis,
remet en question le récit que nous voulions croire. Le récit selon lequel la détermination seule suffit, que l'engagement peut surmonter n'importe quel obstacle. Mais c'est peut-être précisément la leçon dont nous avons besoin. En effet, la vie ne récompense pas l'obstination pour elle-même. Elle récompense l'adaptation, la flexibilité, la sagesse de reconnaître quand un chemin ne sert plus et le courage d'en choisir un autre. La décision d'Atsley, aussi douloureuse qu'elle a été pour lui et sa famille, est le reflet de cette sagesse. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas éloigné. Il a simplement reconnu que la survie exige parfois une transformation et que s'accrocher trop fermement à ce qui était peut nous empêcher de découvrir ce qui pourrait être. De mon propre point de vue, ayant observé des familles naviguer à des carrefours similaires, je vois dans l'histoire des Kilcher un schéma qui se répète à travers les générations et les circonstances. Les fondateurs construisent quelque chose d'extraordinaire à force de volonté et de sacrifice. La génération suivante le maintient en y ajoutant ses propres contributions, mais en commençant aussi à sentir le poids de la préservation. Et la troisième génération, qui grandit au sein d'un héritage qu'elle n'a pas créé, doit décider si elle le transmet tel quel ou si elle le remodèle en quelque chose qu'elle peut réellement soutenir. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des réponses honnêtes. Et les Kilcher vivent cette honnêteté en temps réel. Ce qui rend leur situation particulièrement poignante, c'est son caractère public. La plupart des familles se débattent avec ces questions, en privé, derrière des portes closes où les erreurs et les conflits restent contenus. Les Kilcher, en raison de leur émission et de leur visibilité, doivent gérer leur crise sous le regard du monde entier qui les juge et leur donne des avis et des conseils non sollicités. Cela ajoute une pression que la plupart d'entre nous ne peuvent pas imaginer. Et le fait qu'ils gèrent cette situation avec autant de grâce et d'honnêteté témoigne d'une forme de courage qu'il est facile de négliger. L'avenir de la ferme reste incertain mais pas désespéré. La famille a choisi la transparence plutôt que le déni, l'adaptation, plutôt que la rigidité et la survie collective, plutôt que l'orgueil individuel. Ces choix créent des possibilités, même si la forme exacte de ces possibilités n'est pas encore claire. Certains membres de la famille prendront du recul poursuivant des vies et des passions en dehors des exigences immédiates de la ferme. D'autres redoubleront d'efforts assumant de nouvelles responsabilités dans des rôles nouvellement définis. La Terre elle-même continuera comme HSR l'a noté à leur survivre à tous, attendant de voir ce que le prochain chapitre apportera. Pour Alaska, la dernière frontière, cette transition pourrait devenir l'histoire la plus importante de la série précisément parce qu'il ne s'agit pas de triomphe ou de désastre, mais de la réalité désordonnée et compliquée des familles qui tentent d'honorer leur passé, tout en construisant un avenir durable. Les spectateurs sont avides d'authenticité d'histoire, qui reflètent leur propre lutte avec le changement, la perte et l'adaptation. Si la série choisit de documenter cela honnêtement, sans drame fabriqué ou fausse résolution, elle pourrait offrir quelque chose de vraiment précieux. Une feuille de route sur la façon dont les familles naviguent dans les choix impossibles qui viennent avec le temps, le vieillissement et les réalités changeantes. Et pour ceux d'entre nous qui observent et se demandent ce qu'ils peuvent tirer de l'expérience de cette culture, la leçon est peut-être la suivante. L'héritage ne consiste pas à préserver tout ce qui est inchangé, mais à identifier ce qui compte vraiment, ce qui a un sens au-delà de la tradition ou de l'habitude, et à trouver des moyens de protéger cette essence, même si les formes qui l'entourent évoluent. Les cultures n'abandonnent pas leurs terres ou leurs valeurs. Elles posent des questions plus difficiles sur ce que ces valeurs exigent dans un monde qui a changé radicalement depuis que Yule a revendiqué cette terre pour la première fois il y a 80 ans. En fin de compte, l'histoire à laquelle nous assistons n'est pas une histoire d'échec. Il s'agit du courage d'admettre que quelque chose ne fonctionne pas, de l'humilité, de demander l'aide et l'avis des autres, et de la foi dans le fait que l'adaptation n'est pas synonyme de trahison. Ce sont des leçons que chaque famille, chaque institution et chaque individu qui s'accroche à un héritage pourrait tirer profit de l'apprentissage. Et si les cultures, grâce à leur volonté d'être vulnérables et honnêtes, peuvent aider les autres à naviguer dans des luttes similaires avec plus de grâce et moins de honte, alors peut-être que ce chapitre douloureux deviendra l'une de leurs contributions les plus significatives, non seulement à leur propre famille, mais à nous tous, qui essayons de comprendre comment honorer le passé tout en construisant un avenir dans lequel nous pourrons vivre. Le voyage de la famille culture est loin d'être terminé, tout comme la conversation sur la signification de leurs décisions. Si vous avez suivi leur histoire,
ou si vous êtes confronté à des luttes similaires dans votre propre famille, je serais honoré d'entendre votre point de vue. D'où regardez-vous? Qu'est-ce qui résonne le plus profondément pour vous dans ce moment? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et construisons une communauté autour de conversations honnêtes sur l'héritage, le changement et ce que cela signifie vraiment de survivre avec intégrité. Je vous remercie de votre présence.